tu es historien de formation. Oui. Tu travailles dans l'édition de sciences humaines. Oui, en histoire. En histoire. Et tu es passionné de littérature américaine. Exactement. Et tu es rédacteur de la revue culturelle Zone Critique. Tout à fait. C'est une revue qui traite de tous les arts, mais particulièrement de littérature. Et moi, j'essaie d'écrire des articles sur la littérature américaine, un sujet qui me plaît beaucoup également. Tout d'abord, la question que nous nous sommes dites, que nous nous sommes posées, Michel et moi, et que tu as dû entendre une centaine de fois, c'est pourquoi un livre sur les Rolling Stones, un de plus? Alors déjà, c'est une histoire personnelle. Moi, ça a commencé, c'est un coup de foudre qui date de mes 14-15 ans, des séjours au Royaume-Uni où j'ai découvert cette musique-là. Et depuis 15 ans, je traînais cette passion et c'était devenu une obsession. Et j'avais un compte à régler avec ces gars-là. Et je me suis dit, j'écrivais un peu, notamment j'écrivais de par mes études, j'écrivais aussi de la critique littéraire, mais je me suis dit, il faut que je solde ce compte, que je règle cette vieille histoire et que je fasse un livre sur les Rolling Stones parce que j'avais l'impression qu'aujourd'hui, ils étaient partout, qu'ils étaient omniprésents dans nos sociétés, ils donnent des concerts qui sont toujours complets, ils s'affichent sur les t-shirts des gens dans la rue, mais j'avais le sentiment que finalement, on ne racontait pas l'histoire avec ce qu'elle avait d'intéressant et j'avais envie de revenir du coup un peu aux Stones des origines et montrer aux gens, aux lecteurs, qu'est-ce que finalement que les Rolling Stones, qu'est-ce qu'ils représentaient à l'époque où ils étaient vraiment au cœur du jeu. Et donc c'était une envie de montrer en quelque sorte la face cachée ou la face un peu trop oubliée des Rolling Stones. Et c'était ce pari que je me suis donné. Et aussi de sortir un peu des biographies classiques qu'on peut trouver sur beaucoup de groupes, dont les Stones, et de faire quelque chose d'assez subjectif qui renoue avec une forme de journalisme qui était très à la mode dans les années 60-70, où finalement il y a beaucoup de parti pris, de subjectivité. L'idée, c'était pas de faire une grande histoire des Rolling Stones en racontant un peu les événements qu'à force on connaît, mais d'essayer de mettre du personnel, de mettre du subjectif. Donc voilà l'idée au début. Je vais rebondir là-dessus. Ce qui m'a beaucoup plu dans ton livre, c'est l'approche en 3 parties. Donc une partie, tu viens de le dire, biographique, mais qui n'est pas exhaustive. Non. Tu reviendras probablement dessus. Une deuxième partie, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Que sont les Rolling Stones. Oui, c'est ça. Qui est plutôt une approche sociologique, avec des parties pris, on y reviendra. Et une troisième partie discographique, où là, tu éludes volontairement, on va dire, à la louche, les 40 dernières années. Oui. Voilà, mais j'ai trouvé effectivement ce découpage intéressant, et c'est un découpage qui dénote par rapport à ce qu'on voit habituellement. Tu peux nous en dire un mot ? Bien sûr. L'idée, c'était à la fois de parler aux gens qui connaissent les Rolling Stones, parce qu'il y a toute une littérature autour du groupe, mais quand même leur apporter quelque chose, sortir un peu des biographies classiques, mettre du personnel, et donc pouvoir intéresser les gens comme certains ici dans l'assistance qui connaissent bien cette histoire-là en apportant quelque chose de neuf par le regard. Mais en plus de ça, je voulais aussi ne pas perdre tous les gens qui ne connaissent absolument rien à ce groupe, et finalement qui puissent avoir des grands repères sur l'histoire des Rolling Stones, quelqu'un qui connaît juste les grands standards, qu'il ait un aperçu de l'histoire du groupe et aussi de ce qu'il représente, de la personnalité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire un plan en 3 parties, avec une première partie qui est très chronologique, donc qui reprend les grands événements de la vie des Rolling Stones, et au fur et à mesure, donc une seconde partie un peu plus thématique, qu'est-ce qui constitue l'identité du groupe, pour finir, parce qu'il me semble quand même très important quand on parle d'artistes, que ce soit des musiciens, des écrivains, c'est l'œuvre finalement, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il y a dans les disques des Rolling Stones. Et donc ce plan est vraiment issu d'une réflexion sur l'envie de perdre personne et de prendre les lecteurs qui ne connaissent pas du tout les Rolling Stones comme ceux qui les connaissent très bien et de leur apporter quelque chose. J'aimerais que tu nous parles un peu de Brian Jones, comment tu as travaillé pour avoir des infos sur ce personnage qui est quand même très énigmatique. Alors effectivement, Brian Jones, il y avait un peu dans ce que j'ai lu, deux manières de l'appréhender. Il y avait effectivement la plupart des gens qui se rendent au concert des Rolling Stones aujourd'hui qui ignorent qui il est, et donc ces gens représentent la majorité des fans et des gens qui écoutent la musique des Rolling Stones. Et à l'inverse, il y a des irrésistibles qui disent depuis 50 ans que les Rolling Stones après Brian Jones, les Rolling Stones après 1969, finalement, c'est des voyous, c'est des gens qui ont tout piqué à ce membre fondateur. Et moi, je voulais trouver une position un peu différente qui concilie les deux et qui ne fasse pas de Brian Jones
ni un grand méchant, ni quelqu'un d'insignifiant, parce que je pense que c'est vraiment lui qui a été une sorte de grand frère pour Mick Jagger et Keith Richards. C'est lui qui a donné le nom du groupe. C'est lui qui les a un peu guidés quand ils sont arrivés à Londres. C'est lui qui les a initiés au blues. Donc il a eu une influence déterminante dans leur personnalité, notamment dans celle de Keith Richards. Cette espèce de canaille, de petit voyou, il l'a piqué à son ami Brian Jones. Mais à l'inverse, il faut quand même savoir que si les Rolling Stones sont connus aujourd'hui, c'est de par leur longévité et c'est de par le travail de Mick Jagger et Keith Richards qui sont les deux grands compositeurs des Rolling Stones. Et tous les morceaux qu'on connaît par cœur, finalement, ils sont le fruit de cette connexion entre ces deux créateurs-là que sont Mick Jagger et Keith Richards. Et Brian Jones, lui, finalement, a été capable de donner une énergie, mais n'a jamais été un compositeur. Il n'a pas su la mettre en musique. Donc, il a fallu que Mick Jagger et Keith Richards prennent sa suite. Donc voilà, l'idée c'était de trouver une position un peu d'équilibre entre l'adoration béate, parfois qui frôle le snobisme de certains, qui considèrent que Brian Jones, voilà, il a tout fait. Non, finalement, sans lui, il n'y aurait pas eu, même avec lui, il n'y aurait pas eu de grandes chansons des Rolling Stones. Donc voilà, c'était d'essayer de ménager la chèvre et le chou. Alors après, on passe au second volume, qui sont les Stones. Donc ça rejoint un peu, il y a plein bien évidemment de connexions avec ce qui a été dit avant. Moi, je voulais revenir un peu sur le paragraphe sur l'entourage du groupe dans les années 60 et les années 70, les muses. Alors, Anita Pallenberg, ça devient très vite la muse de Keith Richards, et elle va l'emmener au bout de la défonce. En fait, elle va en faire ce toxicomane qu'il est et dont il va avoir du mal à se sortir. Oui, tout à fait, à se défaire. Et il s'en sépare à la fin des années 70 oui. Et sortira de la dope au milieu des années 80. C'est ça, oui, c'est une fois qu'il s'est séparé d'Anita Pallenberg qui se sort de la drogue parce qu'ils étaient un espèce de couple infernal qui avait tendance à toujours se tirer vers le bas. Ouais. Oui, tout à fait. Et je pense que il y avait ce côté aussi, voilà, cette personnalité, les deux personnalités se sont retrouvées autour de cet amour de la drogue. Il y avait, voilà, c'était une relation très fusionnelle, mais qui avait tendance à parfois nuire un peu à la créativité au groupe parce qu'elle était très forte et elle se construisait beaucoup autour de la drogue et ils ont eu tous les deux beaucoup de problèmes aussi juridiques. On sait en France, ils ont échappé in extremis à la prison, ils ont été interdits de territoire au début des années 70 pendant plusieurs... C'est ça, exactement. Ils ont été prévenus juste à temps que la police arrivait parce qu'ils avaient de l'héroïne chez eux. Donc ils ont vraiment mené grand train, mais avec beaucoup de dangerosité. Et c'est à la fin des années 70 où Keith Richards est sorti de la drogue. Je viens au deuxième point, tu nous as titillé, mais ça je sais que tu l'as fait exprès. Tu nous as dit que tu avais droit à la réflexion dans tes rencontres littéraires. C'est la comparaison que j'ai trouvée pour le moins osée, même si j'ai rien après l'autre groupe, entre les Stones et Oasis. Oui. Donc si tu peux en dire un mot. Alors ça c'est quelque chose qui a beaucoup surpris. J'ai hésité à le laisser parce que c'était plus... mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même une personne qui m'a dit que c'est le passage qu'il avait préféré. Donc déjà ça justifie son existence, j'étais content, j'étais soulagé. Voilà. Mais effectivement, non, c'est quelque chose que j'avais écrit un peu en dehors du texte de base. Et je me suis dit, c'est dommage de pas l'intégrer parce que c'est un peu à la marge, c'est marrant. C'est effectivement une comparaison entre les Rolling Stones et Oasis que je trouvais marrante parce qu'on a toujours dit ah, Oasis, c'est du Beatles, c'est du remâché, ça n'a aucun intérêt. Et moi, un jour, je suis allé voir Liam Gallagher en solo, donc c'était pas avec Oasis, mais je me suis dit, mais il y a quand même une urgence, il y a quand même une envie d'en faire trop, une envie d'aller aussi aux choses très importantes, d'aller chercher ce moment, ce point de rupture, ce moment d'extase qui m'a vraiment fait penser aux Rolling Stones. Donc j'ai écrit là-dessus et je me suis dit, est-ce que je le laisse dans le livre ? Bon, je l'ai laissé. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. C'est peut-être effectivement... Voilà, Plusieurs fois, tu reviens sur les contemporains, tu reviens sur David Bowie, Marc Bolan et Johnny Thunders. Ouais. Alors, je ne vois pas ce que vient faire Johnny Thunders avec Marc Bolan et David Bowie. Alors là, c'était un peu dans une manière d'évoquer... C'est pas tout à fait les contemporains, parce que les contemporains des Stones, c'est les groupes des années qui sont apparus au début des années 60, autour de 63, 65, donc des Beatles ou disons... Oui, mais des contemporains des 70s en fait, Voilà, c'est tout le glam rock voilà, et tout à tout fait. ça. Donc ces groupes arrivent dans un second temps,
Et eux, c'est vraiment la première génération, je pense à notamment David Bowie, à vraiment se revendiquer les Rolling Stones, mais comme ils considéraient, Bowie a dit, Mick Jagger est notre maître à tous. Donc toute cette génération arrive après et met déjà un peu les Rolling Stones sur un piédestal. Et dans cette veine-là, donc il y a ces artistes anglais, Mark Bolan donc de T-Rex et David Bowie. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a les New York Dolls, puisqu'il deviendra grosso modo le punk new-yorkais, incarné par Johnny Thunders, qui dans ses attitudes, dans son jeu de scène aussi, il se revendique vraiment du côté junkie de Keith Richards, dans ses chansons aussi. Donc pour moi, la filiation, elle a lieu d'un côté chez des groupes très anglais, mais aussi à New York, dans tout ce qui viendra un peu plus tard, à la fin des années 70, dans le punk new-yorkais, Patti Smith, Johnny Thunders. J'avoue que j'ai eu quand même une petite frustration, en particulier sur la partie discographique. Tu l'arrêtes à Some Girls. Alors oui, l'idée c'était effectivement que la créativité des Stones s'était estompée au moment où la société a cessé de les harceler, donc à la fin des années 70. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'arrêter la partie discographique à cette décennie-là. Pour la scène, j'évoque un peu plus ce qui vient après, parce que j'ai quand même l'impression que justement à partir du moment où ils n'ont plus grand-chose à dire, à créer en studio, ils deviennent un groupe de scène très important. Et il y a eu, je pense, ces 40 dernières années, très peu de disques importants des Stones. Par contre, il y a eu des concerts mémorables et on a tous des souvenirs de grands moments vécus avec eux lors de concerts. Donc sur les concerts, je termine quasiment à nos jours en faisant des choix quand même, en choisissant les grands concerts historiques, par exemple celui qu'ils ont donné à Cuba, celui qu'ils ont donné à Prague à la chute du mur. Pour la discographie, non, effectivement, je m'arrête à la fin des années 70. Il y a effectivement un bon album qui sort au tout début des années 80, mais qui est déjà malheureusement un album pour lequel ils ont pioché beaucoup de choses dans tout ce qu'ils avaient fait la décennie précédente. Donc je me suis dit finalement, Some Girls, c'est le dernier grand disque des Stones, c'est la dernière fois où ils ont encore quelque chose à raconter, parce que là c'est le moment où les punks arrivent, les punks raillent les Rolling Stones. C'est la première fois que les Rolling Stones sont considérés comme des papis par la génération qui arrive ensuite. Et ils se disent, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Et ils s'enferment en studio et sortent, pour moi, ce qui est leur dernier grand disque. Et je trouvais que c'était assez marquant de finir un peu une espèce d'apothéose, même si ensuite, il y a eu des disques intéressants aussi, mais moins je trouvais. Et ben voilà, c'était Some Boys, Louis Bousquet. Merci. Merci beaucoup. Merci mille fois.